Il est 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Et bienvenue des mutations, des difficultés qui à tout jamais marquent les esprits, chamboulent le quotidien, déstabilisent les familles, séparent les membres, brisent des cœurs et des couples. Des réalités qui restent voilées et dissimulées par des murs de concessions qui brûlent de l'intérieur. Il faut être acteur pour en connaître les contours et pourtours. Et heureusement, la présente émission nous fera vivre les méandres d'un garde-malade, de surcroît, épouse d'hommes connus, représentant du peuple. Dans le livre du soir, qui est davantage un plaidoyer, sinon des plaidoyers, le livre nous plaque au visage la problématique de la prise en charge dans les hôpitaux, principalement le manque de place en salle de réanimation, l'omerta autour du traitement donné aux malades, la condescendance du personnel médical, le labyrinthe de l'évacuation sanitaire, le regard de la société qui voit toujours derrière une grave maladie la conséquence d'actes coupables qui produiraient des effets retour. Le regard de la société est tout simplement affligeant, jugeant, délaissant, abandonnant et même méprisant le mal de la famille affectée. Les amis d'hier deviennent des absents au moment des grands désespoirs. La belle famille, un adversaire qui guette le bon moment pour s'emparer des restes comme un chien suivant un os du regard. Les amis ou collègues qui, sans la moindre pudeur, veulent entrer dans l'intimité du malade, non pas pour aider, mais se réjouir du malheur. L'impact est physique et psychique pour le malade qui devient dépendant, mais aussi et surtout pour le garde-malade et la famille qui se doit de tenir bon, malgré le vent et les marées. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue selon la position géographique à partir de laquelle vous nous écoutez. Et regardez, et bienvenue au Point littéraire. Pourquoi j'écris pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Et quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture.
Le point littéraire pour cette édition accueille donc Félicité Désirée Oyono. Le titre de son ouvrage, J'ai vu la détresse, sous-titre Quand la maladie frappe. Un texte préfacé par le docteur Aranda Asiga Yves. Notre auteur Félicité Kedi, épouse Oyono, est née à Bourges en France d'un père officier supérieur de l'armée et d'une mère enseignante. Elle est épouse et mère de 5 enfants. Félicité Oyono est titulaire d'une licence en lettres modernes françaises, obtenue à l'université de Yaoundé et inscrite plus tard en master. L'auteur de cette édition a un parcours professionnel digne d'admiration. Elle débute une carrière de cadre audiovisuel à la CRTV Télé, alors CTV, en 1987. Tour à tour, script à la CRTV Télé. Elle se révèle au grand public par le truchement, sinon par le biais de la radio, où elle présente des émissions phares telles que CRTV m'accompagne, Cameroun Magazine, les matinées de la CRTV et Questions de foi. Félicité Kedi Oyono a également une riche vie spirituelle. Elle est ordonnée évangéliste missionnaire le 9 novembre 2019 par le révérend apôtre Julius Eli Achou. Elle est en ce moment au ministère international de la foi triomphante. Le point littéraire, l'entretien. Félicité Kedi Oyono, bonsoir et bienvenue à Royal FM. Merci, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous accueillir à partir du 104 du poste national pour le studio Thomson de Royal FM. On a peut-être changé de décor, mais on reste dans son univers. Mais on reste dans son univers, vous avez raison. Et permettez-moi de corriger le nom du très révérend apôtre. Il s'appelle Julius Ekié Achou. Ekié Achou. Voilà. Alors aujourd'hui, on est dans la radio, mais on décale un tout petit peu. On se retrouve avec un livre. J'ai vu la détresse. C'est une conséquence tout à fait évidente. D'abord, du fait d'avoir grandi à côté d'une enseignante qui vous a amené à aimer la lecture. Et aujourd'hui, vous écrivez. Oui, j'aime à le dire. Ma mère a appris à écrire à des millions d'enfants. Donc, cela tombe un peu sous le sens, on va dire. On aime à dire que le sang suit la veine. Oui. Ça tombe un peu sous le sens que finalement, sa fille écrit aujourd'hui. Donc oui, j'ai grandi, on va dire, avec une mère enseignante, mais c'est les enseignantes de la vieille garde, de l'ancienne garde, les enseignantes rigoureuses, les enseignantes qui apprenaient à dire bonjour, s'il vous plaît, merci. Et voilà, une éducation rigoureuse, stricte, enfant unique de ma mère. Elle badinait pas du tout avec l'éducation, elle badinait pas avec les études. Et donc, effectivement, je commence par faire des études de droit, mais je me rends compte que c'est pas mon affaire. J'aime pas tellement le droit, mais je tombe amoureuse des lettres. J'aime les lettres, j'aime écrire et tout. Toute petite déjà, j'écris des petites nouvelles comme ça, mais je savais pas qu'un jour je mettrais ça comme ça sur un papier, que j'écrirais sur un papier et que je publierais. Mais comme j'aime souvent à dire, dans la vie, on ne va jamais que là où le Seigneur nous amène. Oui. Ouais. Alors, à côté de la radio, on trouve du temps pour écrire. Est-ce que ça a été difficile de partir d'un terrain pour un autre? Du terrain du journalisme? Oui. Non, parce que c'est à peu près, on va dire, ce sont des chambres voisines. Hein. Vous savez, un journaliste écrit. Oui. Vous devez écrire en permanence. Votre papier. En permanence. Vous devez écrire votre papier. Lorsque vous venez à l'antenne, vous ne venez pas comme ça parler, j'allais dire, en l'air, pour parler de manière simpliste. Vous écrivez votre texte. Un vrai journaliste professionnel écrit. Vous écrivez même le bonjour que vous dites. Vous écrivez même le nom de votre collègue que vous connaissez, avec qui vous marchez depuis des années. Vous écrivez tout. Pour ne pas se retrouver un peu dans l'embarras en direct à l'antenne. Oui. Voilà, tout à fait. Donc non, je veux dire que c'est une suite logique pour moi en fait. J'ai toujours écrit. Depuis que j'étais petite, j'ai écrit dans mon lieu de service, en tant que communicatrice, en tant que journaliste, j'ai écrit, en tant que script, j'ai écrit, et voilà, ce n'est qu'une suite logique en fait. J'ai vu la détresse quand la maladie frappe. C'est un livre qui est désormais disponible. Il a été présenté et on a bien vu l'engouement autour. C'était à l'hôtel de ville de Yaoundé. Il y a eu un public massif qui s'est déplacé parce qu'on voulait écouter ce que la journaliste avait à dire. Puisqu'on l'écoute tous les matins, mais cette fois-là, elle a décidé de rédiger dans un livre presque comme une confidence. Oui, elle a décidé, j'allais dire, de lever le pan de voile
et de briser l'omerta du silence qui se passe dans le huis clos des familles. Oui. Très grande souffrance, on ne parle pas de cela. Lorsqu'on est garde malade, on n'a pas le droit de se plaindre. D'accord, vous avez votre époux qui est tombé malade, vous avez votre fils, vous avez votre mère, vous devez le garder, c'est un devoir, je veux dire. Nous sommes une société africaine, on a le devoir de garder les nôtres, malades ou pas, encore plus quand ils sont malades. Donc en fait, un garde malade est un peu quelqu'un qu'on ne regarde pas, qu'on ne voit pas, qui est transparent en fait, presque transparent, parce qu'il fait ce qu'il doit faire. Mais sauf qu'on n'apprend à personne à être garde malade. À personne. Donc du coup, moi, je me retrouve garde malade et je n'ai pas appris à être garde malade d'un époux qui a une maladie invalidante. Parce que être garde malade d'une maladie, j'allais dire commune, hein, je veux dire, une maladie qui n'entraîne pas forcément une grande rupture dans certains paradigmes sociaux, c'est une chose. Mais être garde malade d'un malade qui a une maladie invalidante, ça c'est toute une autre affaire. Est-ce que ça a été difficile de rédiger un livre? Vous êtes un homme, je vais dire, vous êtes une femme publique, votre mari également. Vous parlez d'une situation qui a, à un certain moment, nourri la curiosité aussi bien des journalistes que de votre entourage. Est-ce que ça a été facile de choisir les mots, de dire les événements dans votre ouvrage? Oui, ça a été facile parce qu'en fait, j'écrivais avec le cœur. Je racontais. Quand j'ai commencé à écrire, ce n'est pas parce que je pensais forcément publier, mais j'écrivais comme un exutoire. C'était beaucoup plus un exutoire qu'autre chose. J'avais besoin de mettre les mots sur ce que je vivais. J'avais besoin de mettre les mots également pour la postérité sur ce que c'est que la maladie, sur comment est-ce que la maladie change un homme, sur comment est-ce que la maladie brise les côtes dans une famille. J'avais besoin de le dire. Et moi, je suis de ceux qui pensent que notre vie doit créer un impact. Oui. Et je me suis dit, si j'ai vécu ça et que je peux le dire et que je peux parler pour des millions de personnes qui le vivent et qui m'écoutent encore ce soir et qui le vivent mais qui se sentent seuls, qui se sentent écrasés de solitude, écrasés même de culpabilité, parce qu'il faut le dire. Lorsqu'on est garde malade, on peut se sentir coupable. Coupable de ne pas bien faire, coupable de ne pas savoir faire. Donc oui, je me suis dit, je vais écrire. Alors, c'est venu tout seul, ça venait tout seul, j'écrivais surtout dans la nuit. Oui, dans la nuit, 1h du matin, 2h du matin, parfois je m'en vais à 4h, et les mots venaient, et je les couchais sur le papier. Et puis j'ai arrêté pendant un certain temps, je suis allée à l'étranger avec mon époux, je suis revenue, j'ai recommencé, jusqu'à ce que l'évidence, j'allais dire, se fasse jour, comme ça, il fallait que je publie. Donc oui, j'ai d'abord écrit comme un exutoire, parce que je devais parler, mais parler à qui? On ne peut pas, vous êtes une maman, vous n'avez pas parlé de vos souffrances à vos enfants. Pas tout le temps, je veux dire. Ils voient que vous souffrez. Mais vous devez vous montrer forte pour vos enfants. Donc, du coup, vous ne pouvez pas vous plaindre. Alors, je me suis dit, j'écris, au moins ça sort. Comme ça, j'ai l'impression de parler à quelqu'un. Et puis après, l'évidence, voilà, s'est imposée à moi. Il fallait que je publie. Pour les autres, j'ai pensé aux autres familles. Vous présentez votre livre comme un plaidoyer ou un recueil de plusieurs plaidoyers, parce qu'il y a plusieurs aspects qui sont évoqués. C'est une histoire qui peut être considérée comme une histoire triste, qui démarre avec la maladie. Vous appelez d'ailleurs cela la chute à travers un chapitre. Alors, comment est-ce qu'on vit lorsqu'on est d'abord une épouse, on est ensuite une mère, une situation comme celle-là qui ne provient pas et qui arrive soudainement? On le vit mal. En ce qui me concerne, moi je l'ai vécu d'autant plus mal que j'étais en plein deuil. J'avais perdu une de mes meilleures amies, une sœur, Martine Ebelin Barga, qui était une grande basketteuse ici, au Cameroun. Et je venais de la perdre il y avait à peine une semaine, lorsque mon époux est frappé de cet AVC. Et on le vit un peu comme dans un brouillard, en fait. Et ça fait partie d'un de mes plaidoyers, de mes nombreux plaidoyers dans le livre. Tout à fait. Où je dis, lorsque vous êtes frappé par, j'allais dire un malheur, parce que c'est quand même un malheur, un AVC, c'est un accident, comme son nom l'indique. Lorsque vous êtes frappé par ce malheur-là, vous ne devez pas être jugé par les autres. Parce que, en fait, vous êtes dans un état second. Vous n'en revenez pas. Vous voyez, et vous faites les choses par automatisme. Vous amenez le mari à l'hôpital. Mais moi, par exemple, je le dis dans le livre, je suis allée tomber à l'hôpital le premier jour. Pendant qu'on s'occupait de mon mari, qu'on le mettait en réa, etc. Moi, j'étais également de l'autre côté en étant en train de s'occuper de moi. On l'a caché à mon époux. Une situation difficile, mais le livre nous révèle qu'autour de vous, il y avait un peu comme
des mécontentements, des gens qui estimaient que vous auriez dû leur informer personnellement de l'état de santé de votre mari, des personnes qui posaient des questions qui frisaient quelquefois une incursion problématique dans la vie intime de votre couple. Comment est-il tombé? Que s'est-il passé? L'avez-vous fâché? Est-ce que vous êtes la cause réelle de ce qui arrive à votre mari? Oui. En fait, dans un certain sens, si on y prend garde, on verse facilement dans le voyeurisme. Ça devient du voyeurisme. C'est-à-dire que, et justement, c'est également le but de ce livre, c'est-à-dire que d'éveiller les consciences des gens sur des choses à ne pas faire. Oui. Moi, j'ai par exemple été attaquée de toutes parts. Vous savez, votre mari fait l'AVC un matin, un samedi matin à 6h, vous vous rendez compte qu'il ne parle pas, qu'il ne bouge pas, et vous l'amenez à l'hôpital, et dès 8h, lorsque la nouvelle est répandue, vous avez déjà des gens qui vous appellent pour vous dire, oui, mais j'ai appris que, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais comment, est-ce que j'étais en mesure de parler? Est-ce que j'étais en mesure de le dire? Est-ce que j'étais même, il y a même des personnes qui m'ont reproché de n'être pas à côté de mon téléphone, mais j'appelle depuis, je sais pas, j'ai appris. Alors, il faut savoir se mettre à la place de l'autre, même quand on n'a pas vécu ce que l'autre a vécu. Et ça, c'est un challenge pour nous, les êtres humains. Savoir se mettre à la place de l'autre, comprendre la souffrance de l'autre, même quand on ne l'a pas vécu. Vous ne pouvez pas faire un procès à une dame qui vient d'avoir une situation genre, comme celle-là, oui, voilà, une difficile. situation difficile, et vous lui demandez d'avoir le réflexe de vous appeler. D'appeler tout le monde. D'appeler tout le monde. Oui. Tu m'as pas dit toi-même, j'ai appris. Mais si tu as appris, mais c'est très bien que tu aies appris. Maintenant, tu dois te rapprocher de la personne, te rapprocher de la famille, et même te rapprocher, même pas forcément de l'épouse, hein, parce que l'épouse est au cœur de la situation, mais regardez autour d'elle, les enfants, les sœurs, les frères, et demander de manière discrète. Donc, ce qui s'est passé, mais c'est à moi-même qu'on demandait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé à quelle heure? Comment tu t'es rendu compte? Est-ce que la veille il était malade? Et il faut le dire quand même aussi, c'est que les personnes qui appelaient M. Foucault, c'était des personnes qui, à vrai dire, n'étaient pas vraiment très intimes, proches, n'étaient pas proches au couple que nous sommes. Donc, pour moi, c'était vraiment du voyeurisme. C'était, est-ce que c'est vrai que le député Oyonnax Martin est tombé? On va savoir un peu ce qui s'est passé déjà. Et puis, ben voilà, on va savoir où est-ce qu'il en est. Donc, il y avait des questions qui étaient des incursions pratiquement dans notre vie privée. Est-ce qu'il marche? Il est paralysé de quel côté? C'est quoi l'intérêt de poser ce genre de questions? Quelqu'un a fait un AVC, vous demandez s'il est paralysé. Oui, il est paralysé. D'accord. De quel côté? Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est quoi ce détail que vous demandez? Et je le dis dans le livre, il y a des détails qu'on ne demande pas à une famille. Et lorsqu'on vous les donne même, vous devez les conserver. Tout à fait. Vous ne les partagez pas à tout le monde. Vous ne les partagez pas à tout le monde. Donc c'est un livre qui apprend non seulement à la société tout entière comment on se comporte devant une famille, face à une famille qui est frappée par la maladie, comment on se comporte avec l'épouse, avec les ascendants, les descendants directs, comment on se comporte soi-même. Il y a une certaine retenue, une certaine distance qu'il faut savoir garder par politesse, on va le dire, par respect également pour la famille. Il faut dire qu'il est un représentant du peuple. Il est député, et donc les camarades du parti, les proches, du moins ceux qui sont dans la classe dirigeante, décident également de réagir. Il y en a qui venaient au nom qui disaient venir au nom... Hautes instructions. Oui, sur hautes instructions. Vous connaissez la formule. Voilà. Donc, haute instruction du président. Ils voulaient avoir les informations, voulaient même accéder à la salle de réanimation, un endroit tout à fait confiné. Dans tous les hôpitaux du monde entier, c'est interdit dans les salles de réanimation. C'était un lieu hautement sécurisé, aseptisé, pour la sécurité, pour l'hygiène du malade. Parce qu'on peut entrer avec une bactérie. Donc forcément, même quand nous entrions, on était bien habillés avec des vêtements stériles, avec des chaussures stériles. Donc on le sait. Alors, bien entendu, je peux bien comprendre que c'est de la compassion, je peux comprendre qu'on voudrait être à côté de la famille, mais à ce moment-là, si on ne peut pas rentrer dans la chambre, mais qu'on voit l'épouse, qu'on voit les enfants, et puis qu'on demande en quoi est-ce que je peux vous être utile. Oui, on peut aider autrement. On peut aider autrement. Oui. On peut aider autrement. Et moi, j'ai vu, effectivement, des ministres de la République qui sont venus demander à entrer et qui sont partis fâchés parce qu'ils n'ont pas pu entrer et qui ne sont plus jamais revenus, qui n'ont jamais cherché à me voir. Alors, si vous vous intéressez tant que ça à l'honorable Oyonnax Martin, vous cherchez à rencontrer son épouse. De quoi avez-vous besoin, madame? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Tout simplement. Est-ce qu'on peut mettre à votre disposition un certain nombre de moyens, aussi bien matériels qu'humains? Tout simplement. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Comment ça se passe au quotidien, etc. Parce qu'il vient de faire un AVC, ça vous a trouvé, vous n'étiez pas préparé à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Mais c'est tout ce qu'il faut faire à ce moment-là.
Oui. Il y a eu cette affaire et surtout l'hôpital. L'hôpital, c'est un endroit que vous présentez comme avec beaucoup de problèmes. D'abord, la question des lits en salle de réanimation. On réussit à trouver de justesse un lit à l'honorable. Et pour vous, c'est même d'ailleurs l'un des plaidoyers, il faut faire quelque chose, il faut trouver un moyen dans nos hôpitaux de créer un espace un peu plus grand, pouvant prendre le plus grand nombre de malades possible. Et je le dis clairement. Oui. Je pense à ces familles qui ont perdu des êtres chers, des membres de famille, parce qu'il y a manqué de lits dans les hôpitaux, tout simplement, en salle de réanimation. Donc, en fait, on a un peu l'impression que l'espace réanimation est un espace qu'on a mis comme en annexe. Oui. C'est comme si c'était pas prévu, je veux dire. D'accord? Bon, c'est prévu, c'est vrai, mais on n'a pas mis tout ce qu'il fallait, on n'a pas mesuré, en fait, l'ampleur. Parce qu'il faut quand même le dire, notre société est devenue une société qui peut amener à beaucoup de maladies. Oui. D'accord? Ça ne va pas très très bien, l'environnement sociopolitique n'est pas le meilleur qu'il soit. Donc, il y a beaucoup plus, on remarque qu'il y a beaucoup plus d'AVC aujourd'hui qu'avant. Oui. Donc, on doit suivre. On dit gouverner, c'est prévoir, d'accord? Ça doit suivre, parce que lorsque vous arrivez, nous sommes partis à l'aéroport, on a eu un premier voyage manqué. Oui. On devait partir à Paris ce soir-là. Mais on a eu un voyage qu'on n'a pas pu embarquer. Nous sommes revenus, on n'a pas fait, 2 heures de temps. On est revenu. Le lit de l'honorable était déjà occupé. Il a dû rester au couloir, du moins, installé ça dans veut dire que les lits manquent, il y a une pénurie de lits. Et ça, c'est un plaidoyer. Ça, c'est une question, de santé publique. À la limite, le ministère de la Santé publique est à ce moment interpellé. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Il faut même, moi je pense même qu'il faut créer des hôpitaux, des pavillons entiers de réa. Ouais. Je le dis tout en restant quand même sur ma réserve en disant, je ne souhaite pas que la maladie progresse au point où on aura besoin, d'avoir beaucoup de lits, mais il faut quand même faire avec la réalité. Il faut y penser. Bah oui, il faut y penser. L'environnement est de plus en plus stressant, les difficultés de la vie. Je vous assure, c'est terrible. Oui. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui passent d'hôpitaux en hôpitaux. Ils arrivent dans un hôpital, il n'y a plus de lit. Partent dans un autre hôpital, il n'y a plus de lit. Ils vont faire le tour de la ville pendant 1 heure de temps et après ils ont leur malade qui meurt entre leurs mains parce qu'il n'y a pas de place. Il faut le dire. Il y a aussi qu'à l'hôpital, on ne communique pas beaucoup. Les médecins parlent très peu du mal, de ce qu'ils doivent faire. Il y a une sorte de distance, et ça, c'est également un autre plaidoyer. Vous avez bien lu mon livre, je suis bien contente. C'est un autre de mes plaidoyers là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la blouse blanche a mis une barrière entre elle et la famille. Ça fait que les familles ont peur même de poser des questions. Vous savez, quand on met une perfusion, normalement, vous devez savoir quel est le produit qu'on vous injecte. Tout à fait. Et à quoi sert ce produit-là? Le malade doit savoir qu'il a ce droit de demander. Mais le malade ne le sait pas parce qu'il est très souvent, il est influencé, il est impressionné par la blouse blanche et il n'ose pas demander. Donc vous avez des familles comme ça qui ne savent même pas ce qu'on est en train de faire à leur malade. Oui. Donc il y a une distance qui est créée entre le personnel, le soignant, entre le personnel médical et la famille. Oui. Et ça, c'est à tort, je pense. On devrait expliquer à la famille, justement, la procédure, ce qu'on doit faire. Oui. Mais il y a une distance et il faut absolument trouver des moyens de rétrécir la... On devrait expliquer, mais faire plus que ça, M. Foucault. Oui. On devrait inclure, impliquer les familles. La preuve, moi, quand je suis arrivé à Paris lors de notre évacuation, à l'hôpital Lariboisière, tout de suite, dès qu'on a pris mon époux en charge, il a trouvé sa chambre, etc., commencé à faire les premiers examens, tout de suite, on m'a dit, vous allez voir un psychologue. Ça veut dire qu'on prend le malade et la famille également en charge. On sait que vous avez besoin d'un accompagnement. On m'a dit, vous aurez besoin d'un accompagnement. Et c'est ce jour devant cette... J'ai failli dire, mais madame, me dit, vous avez besoin d'un psychologue, madame. Parlez. Et c'est là où j'ai parlé. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient à l'intérieur de moi qui devaient sortir. Donc c'est ça en fait, et ça fait partie effectivement de parce que je vais vous le dire, je suis en pleine création de cette association qui est Dio Yono, aux côtés du garde malade, pour que chaque fois qu'un malade, une famille arrive à l'hôpital, qu'on prenne en charge sa famille, c'est-à-dire qu'il y a il y a le malade qu'on prend en charge médicalement, mais on prend également le garde malade le plus proche. On doit savoir ce que vit le garde malade. Ce qu'il ressent, comment il perçoit la maladie. Comment il perçoit la maladie. Il y a des gardes malades qui pleurent, et ça c'est mon cas, qui pleurent toutes les larmes de leur corps, parce qu'ils sont dépassés, parce qu'ils sont écrasés par la solitude, et ils ont en face d'eux une société qui ne comprend pas, une société qui est dure, une société qui juge même en plus, et qui les critique. Avant de mettre un terme à cette première partie,
j'aimerais qu'on dise un mot sur la question de l'évacuation sanitaire. Ça peut faire l'objet de quelques magouilles. Vous nous faites savoir que, même si vous ne citez pas le nom, de quelqu'un de très récurrent au niveau des médias, qui a eu à vous proposer de faire évacuer de manière clandestine votre mari à coût de 20 millions de francs CFA dans des conditions... à la base, je vais dire, c'était une proposition pour aider. La personne a appris que l'évacuation de l'honorable il y avait des remous et que ça prenait du temps. Le rapport médical qui ne venait pas. Voilà, le rapport médical qui ne venait pas. On m'a donné un rapport avec une seule signature, alors qu'on savait qu'il fallait 3 signatures pour qu'il soit conforme. Un peu comme si vous donnez un chèque sans provision, en fait. Donc tout ça, ça perdait le temps, d'accord? Or, on sait que c'est le temps que le malade AVC n'a pas, justement. Parce que plus vite on prend le malade AVC en charge, moins les séquelles sont grandes. Voilà. Donc j'étais dans tous mes états, je bagarrais, je criais, je luttais avec les docteurs, etc. Donc c'est à ce moment-là, donc au plus fort donc de ce moment, que la dame est venue me proposer de faire une évacuation, j'allais dire clandestine, où voilà, on fait une sorte de transbordement d'une ambulance à une autre pour que mon époux parte. C'est pas tout de partir. On peut partir, c'est vrai. Il faudrait d'abord savoir, est-ce que je peux partir comme ça? Est-ce que j'ai les 20 millions? Et lorsque j'arrive là-bas, je suis pris en charge par qui? Comment? Parce que quand on n'arrive pas en France comme ça, puis on dit, voilà, je cherche le premier hôpital, j'entre dans un centre des urgences, je suis pris en charge. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on vous attende là-bas, il faut qu'on vous accueille, il faut qu'on ait déjà vu votre dossier avant. D'accord? Qu'on ait reçu votre dossier avant, qu'on ait reçu le rapport médical, et c'est signé par 3 médecins. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils soient bien sûrs que les 3 médecins sont d'accord. Qu'il faille absolument évacuer le malade. La clinique ne vous a pas donné ce rapport médical avec du moins de bon cœur, parce qu'on estimait qu'on pouvait encore s'occuper de monsieur votre mari sur place. Oui, sauf que, écoutez, on est libre d'amener son malade où on veut aussi, d'accord? C'est vrai qu'ils ont très bien pris en charge les premiers soins, etc. Mais après un moment, mon époux voulait partir, je voulais l'amener, et on a quand même le droit de partir se faire soigner en Papouasie-Nouvelle-Guinée si on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, ils ont freiné des cas de fer, ils ont pris au moins 1 mois. Pendant ce temps, on a dû changer de chambre à mon époux, parce que ça commençait à monter. Quand c'est pas les milices qui venaient, c'est d'autres députés qui venaient. Quand c'est pas eux, c'est les médias qui commençaient à venir partout. Et comme et puis il y a même un autre, il y a un monsieur qui a même forcé la porte de la chambre et qui est entré parce qu'il fallait le voir. Ce qu'il voulait, c'était le voir, en fait. Voilà, le voir. Est-ce qu'il est bien vivant? Dans quel état il est, ce député qui parlait tant au Cameroun? Le député a eu problème le 20 janvier. Il serait évacué finalement le 13 février 2018, donc de la même année. Mesdames et messieurs, on marque un temps d'arrêt et puis on vous retrouve. Littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Les soleils des indépendances de Amadou Kourouma. Le roman retient notre attention ce soir, édité en 1968 aux presses de l'Université de Montréal, puis aux éditions de Sénil en 1970. Il obtient sur manuscrit le prix 1968 de la Revue québécoise. Études françaises. Bonsoir Annie-Lisette Ambassa. Que retenir des soleils des indépendances? Jean-Jacques Foucault, bonsoir. L'histoire complète se déroule dans un pays utopique, la République de la Côte des Ébènes, pays particulièrement tourmenté et en proie à de grands changements. Outre la disparition de l'hégémonie des puissances coloniales, la vague des déclarations d'indépendance apparut aux yeux de tous comme un salut, une rédemption. L'idée d'une vie meilleure, d'une société libre, est disposé à s'engager dans la voie du développement en tête tous les esprits. Malheureusement, la décolonisation n'engendra que peine, tristesse, pauvreté et désespoir. Fama, prince malinké, dernier descendant et chef traditionnel des Doumbouya, du Orodougou, n'a pas, même du fait de son statut, été épargné. Habitué à l'opulence,
Les indépendances ne lui ont légué pour seul héritage qu'indigence et malheur, qu'une carte nationale d'identité et celle du parti unique. Parti vivre avec sa femme Salimata, loin du pays de ses aïeux, Fama, en quête de bol, se verra contraint d'arpenter les différentes funérailles en ville afin d'assurer son quotidien. Son épouse légitime, Salimata, lui sera d'une aide précieuse. Bien qu'incapable de lui donner une progéniture à même de perpétuer le règne des Doumbouya, celle-ci s'adonnera corps et âme au petit commerce afin de faire vivre son ménage. Excisée puis violée dans sa jeunesse par le marabout féticheur Thiekura, elle gardera à jamais le souvenir atroce de ces moments où, impuissante, elle fut maltraitée, humiliée, puis bafouée. Le temps passa et les jours ne se ressemblaient pas. Le moment était venu pour Fama de prendre son destin et celui de tout un peuple en main. Les funérailles de son cousin Lassina, auquel il succéda à Togobala, capitale du Orodougou, furent l'occasion pour lui de redécouvrir les terres de ses ancêtres qu'il avait quittées depuis déjà fort longtemps et qu'il ne connaissait, pour ainsi dire, quasiment plus. En outre, ce retour aux sources lui permit de connaître l'histoire, son histoire et celle de la gloire de la lignée des Doumbouya, une dynastie autrefois riche, prospère, irréprochable et respectée. Malheureusement, les indépendances changèrent la donne. Les bouleversements et désenchantements qu'elles infusèrent mirent un terme définitif au système politique et des chefferies d'antan à l'âge d'or des Doumbouya, mais également à tous les privilèges dont jouissait de ce fait tout un peuple. Fort de ce constat et conscient que sa place était désormais parmi les siens, Fama décida de rentrer en République des Ébènes afin d'annoncer à Salimata ainsi qu'à ses proches amis son désir de vivre définitivement à Togobala en compagnie de sa seconde épouse Mariam, qui n'est que l'un des précieux legs de son feu cousin. Conscient des dangers que représentait ce voyage et surtout soucieux de l'avenir de la dynastie des Doumbouya, Bala, vieil affranchi et féticheur de la famille Doumbouya, le lui déconseilla. Malgré les conseils de ce vieux sorcier, Fama se mit en route. En fin de compte, ce voyage lui sera fatal. La stabilité du pays était depuis peu menacée. L'idée d'un soulèvement populaire hantait tous les esprits, jusqu'au jour où, sans aucune explication, Fama fut arrêté puis enfermé avant d'être jugé. Merci à Annie-Lisette Ambassa pour ce classique littéraire. Il y a beaucoup d'aspects du livre de Félicité Kedi Oyono. J'ai vu la détresse quand la maladie frappe, que nous allons essayer de toucher. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects. J'ai bien peur, puisqu'on n'a qu'une cinquantaine de minutes, qu'on ne fasse le tour. Peut-être revenir sur, avant de vous relancer sur votre livre, lorsqu'on a fait des études en lettres modernes françaises, on aura forcément des auteurs qui nous ont parlé, qui nous ont marqué, un style qu'on essaie peut-être même de copier. Est-ce qu'il y a des auteurs au Cameroun et même peut-être ailleurs qui ont à un certain moment suscité en vous cette envie d'écrire aujourd'hui? Oui, sûrement. J'ai beaucoup lu, comme je vous disais, toute petite avec une mère institutrice. À l'époque, il n'y avait pas la télévision. Oui. On est bien d'accord, il n'y avait pas la télévision. On avait à peine le tourne-disque, comme on appelait. Oui. Et donc, voilà, les loisirs, il n'y avait pas le téléphone portable. Et donc, on lisait beaucoup. Alors, des auteurs... j'ai lu Duras. Il faut dire que j'ai beaucoup aimé la phrase de Duras, Marguerite Duras, qui disait... qui disait... écrire, c'est parler sans être interrompu. Oui.
Ça, c'est des phrases comme ça qui m'ont marqué. Oh, j'ai lu Kellman, j'ai lu, bon, bien entendu, les Saint-Exupéry quand on était à l'école, etc. Mais à un moment, quand même, il faut dire que je me suis un peu déconnectée de la lecture pour le loisir, de lire pour lire, en fait. On lisait pour les études, d'accord ? On lisait pour les études, mais sinon, tous ces écrivains africains qui étaient au programme en littérature, on les a lus, on les a relus. Et oui, peut-être que ça a été quand même pour beaucoup dans mon choix de devenir écrivain. Alors, il y a la famille. Oui. La famille, ce n'est pas évident. Vous allez en Europe avec votre mari, où vous passez un séjour et avec le temps, vous décidez de revenir ici parce que revenir pour suivre les soins à la maison, ce n'est pas facile. Tout le monde veut venir voir le fils, tout le monde essaye d'intégrer la famille et il y a tout de même un cousin X. Le cousin X. Le cousin X qui réussit quand même à s'intruster dans la maison et finalement réussit à poser beaucoup de problèmes autour énormément de la problèmes. famille. Le cousin X a failli causer un deuxième AVC à l'honorable Oyono. Et justement, je le dis dans le livre, il faut faire très attention à la moralité des personnes qu'on laisse introduire dans une famille lorsque la famille est déjà, j'allais dire, vulnérable du fait de la maladie. Parce que certaines personnes profitent de cet état de faiblesse de la maladie pour venir avec des velléités de conflits qui étaient tapis, qui étaient latents en eux et qui viennent se sentir très forts parce qu'ils se sont dit, l'honorable est faible, il est malade, donc voilà, on peut entrer chez lui et faire ce qu'on veut. Effectivement, le cousin X est venu, bien entendu, comme j'ai dit, avec d'abord la face d'un ange. Il vient d'abord pour proposer son aide. Et après, une fois qu'il est installé, qu'il est bien installé dans la maison, il sort son côté démon. Oui, il sort son côté démon. Au début, il est disponible. Oui, il après, est dévoué. on voit son vrai visage. C'est un vrai démon, quelqu'un qui est venu en se disant, voilà, maintenant que... Et puis, il y a quelque chose. Quand vous êtes un homme qui avait, j'allais dire, qui portait la famille. Vous avez porté la famille pendant toute votre vie. Lorsque vous tombez, c'est triste à dire, mais dans certaines familles africaines, on a l'impression que vous ne servez plus à rien. On a l'impression que, voilà, vous étiez là pour faire les layettes des enfants à naître, vous étiez là pour marier les neveux, les nièces, etc. Et une fois que vous êtes tombé, vous n'êtes plus vraiment, j'allais dire, dans l'esprit de ces personnes, de ces membres de la famille. Vous n'êtes plus, vous n'apportez plus ce pourquoi est-ce que vous étiez aimé, entre guillemets. Donc du coup, on tombe le masque. On tombe le masque et voilà. Et on se dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme des charognards. Oui, à un moment, on cherchait le titre foncier de ma maison, l'acte de mariage, etc., etc. J'ai vécu des choses. C'est pour ça d'ailleurs que l'association a en son sein des magistrats, des avocats, pour pouvoir justement toucher ces points de violation de droits juridiques du fait de la maladie, pendant la maladie. Oui. Il y a le regard de la famille qui change parce qu'on se dit aujourd'hui il n'est plus à même de nous apporter ci ou ça. Même la société, le regard également change. Vous n'êtes plus invité dans des grandes réceptions. Vous êtes un peu éloigné je vais dire de ce monde-là, j'allais dire bling bling, mais non, pas du tout. Voilà, des paillettes. Et je l'ai dit dans le livre, être la femme d'eux ne doit pas être une carte de visite. Si votre carte de visite c'est je suis la femme d'eux, vous êtes respecté parce que vous êtes la femme d'eux, vous n'avez pas fini de tomber de très haut, quoi. S'il avait quelque chose à votre mari, ce que je ne souhaite à aucune dame d'ailleurs. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voyez était factice. Encore un homme comme mon époux, qui était un député, donc proche du peuple, représentant du peuple à l'Assemblée nationale, les militants qui l'entouraient, tout ce qu'il faisait pour les militants et tout. Après, on se retrouve tout seul, mais seul de chez seul. Et voilà, on se rend compte qu'on a changé complètement les paradigmes de vie, on a changé complètement le prisme sur lequel on voyait la vie. Et voilà, alors du coup, lorsque vous entrez, et d'ailleurs je parlais de ça dans mon livre, le regard est un regard condescendant sur vous. C'est-à-dire que quand vous arrivez quelque part, on vous regarde comme, voilà, l'épouse qui a fui un AVC, qui est malade, elle vient sûrement pour un problème.
D'accord? Vous venez, on ne vous invite plus, bien entendu, vous n'êtes plus vraiment invité, vous ne comptez plus sur l'échiquier, je veux dire, purement humain, parce que je parle là des critères humains. Humain, oui. Humain, parce que dans la spiritualité, c'est autre chose. Hein. Vous pouvez être au bas devant les hommes, au plus bas, au plus bas, au plus bas. Vous savez, comme l'aigle. Vous savez, les chrétiens, on les appelle les aigles. Et vous savez comment l'aigle fait pour voler très haut, pour prendre son envol? Il y a un moment où le Seigneur lui casse les ailes. Il lui arrache les plumes. Et il devient, j'allais dire, complètement vulnérable. Il est presque à l'article de la mort. Il est complètement... Quand vous voyez un aigle qui est dans cette mutation-là, vous avez pitié de lui. Vous dites, mais celui-là, c'est fini, il va mourir. Et cet aigle entre dans les interstices des roches. Et il se cache là-bas. Il a perdu ses plumes. Il a été dépouillé complètement. Mais c'est le processus de tout enfant de Dieu, en fait. Vous voyez? Donc, je parle dans des yeux humains. Si avec les yeux humains, les gens ont vu que l'honorable était au plus bas, était à terre et ont chargé, comme ils se sont trompés. Il faut dire que ce qui vous a fait résister à la maladie de votre mari, c'était certainement l'amour que vous lui portiez. 30 ans de mariage, vous vous êtes rencontrés sur les bancs. C'est pas donné aujourd'hui. Aidez-moi à compter, on s'est rencontrés en 1984. C'est plus de 30 ans. Oui. On est bien d'accord. Oui. On va aller à 37 ans. Et on se marie à l'université? On se marie au sortir de l'université. Oui. Pratiquement. On se marie au sortir de l'université. Je commence à travailler à la CRTV. Lui, il est encore chômeur quand je l'épouse. Et on fait le premier bébé. Et c'est lui qui garde le bébé à la maison. Celui qui fait... Oui, c'est lui qui... Ah, d'accord. Oui, quand j'allais au travail, c'est lui qui restait les couches culottes et tous les biberons. Ça n'avait pas de secret pour lui, quoi. Oui. Et c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a aidé à trouver du travail. Il a commencé à être commercial dans une société d'assurance. Ça veut dire que si vous arrivez à faire souscrire une assurance de 100 000 francs, vous avez 10 000 francs. Je peux vous dire que les premiers 10 000 francs d'honorable ont été encadrés par ma mère, ma feu-mère. Elle a photocopié les premiers 10 000, elle a encadré, elle a affiché quelque part dans la maison. C'est toujours là jusqu'à jusqu'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. C'est un self-made man. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu quelqu'un qui lui a tendu la main, quelqu'un qui l'a aidé. Et c'est pour ça qu'il avait cette fierté-là. Parce qu'effectivement, et voilà. Mais la maladie est venue en fait briser complètement certains codes et lui a dit, tu ne vas pas faire les choses par toi-même. Tu vas les faire avec le Seigneur maintenant. Et justement, parlant du Seigneur, c'était une force qui vous a permis de supporter les obstacles. Sans le Seigneur, j'aurais sombré. Ma famille aurait sombré. Lui-même, il serait mort. Parce qu'il y a un côté mystique dont j'ai parlé dans le livre. Énormément. Je voudrais qu'on achète ce livre parce qu'il y a des choses à découvrir dans ce livre. C'est peut-être tout à l'heure, je vous disais qu'on ne va malheureusement pas aborder. Non, mais j'espère bien qu'on va l'acheter. Oui, tout à fait. Parce qu'il est très important de vivre, d'aller fouiller au fond de ce livre parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Votre rencontre avec, du moins l'appel, c'est comme ça que vous désignez. L'appel se déroule dans un contexte où c'est pas évident pour vous. Vous êtes à l'église presbytérienne à l'époque. Votre mari également, qui est très attaché à cette religion. Mais il faut partir de là parce que vous sentez en vous, au fond de vous, que il y a un vide. Il faut le dire, je sentais un vide. C'est-à-dire qu'en fait... et j'ai pu faire le distinguo clair entre la religion et le Christ. C'est-à-dire que le Christ, c'est une rencontre. C'est une rencontre formidable, c'est une rencontre fantastique, c'est une rencontre de lumière, c'est une rencontre qui ne se raconte pas, qui se vit. Et donc j'étais effectivement à l'église presbytérienne, mais voilà, on chantait, on lisait la parole de Dieu, etc. Mais il y avait un vide en moi. J'étais comme quelqu'un, vous savez, comme quelqu'un qui sent qu'il n'est pas rassasié. Il y a quelque chose qu'il n'a pas encore trouvé. Et j'étais assise là et je m'ennuyais. Mais pendant les cultes, il y a des moments où je regardais l'heure, je me disais, on finit à quelle heure? Je suis désolée pour les presbytériens qui m'écoutent, mais c'est comme ça que je me sentais. Et donc ça veut dire que le Seigneur voulait m'amener à une autre dimension. Il voulait que je le rencontre personnellement. Vraiment comme Saul sur la route de Damas, encore que Saul, c'était pas un bon exemple parce que lui, il persécutait l'église, ce qui n'était pas mon cas. Mais je ressentais qu'il y avait un appel très fort qui était au-dedans de moi. Et donc, je suis à l'église et donc, il y avait deux cultes pour faire court. Il y avait deux cultes, le culte de 8 heures et le culte de 10 heures. 8 heures, c'était en français et 10 heures, c'était en boulou. Et mon mari, donc, il aimait bien venir au culte en boulou.
Et donc, on se croisait, au sortir, quand moi je sortais à 10h, et il pensait que je rentrais à la maison, mais je courais plutôt dans cette église pentecôtiste, qui était à l'époque ici à l'Omnisport. Et quand j'arrivais là-bas, il y avait une adoration. Vous savez, comme si vous courez, vous cherchez quelque chose, et vous arrivez, vous avez trouvé cette chose-là. Et j'arrivais, et je trouvais une adoration, mais je me couchais par terre, j'adorais le Seigneur, parce que j'adore l'adoration, et j'étais dans ça. Et après, il fallait sortir de là très vite parce que je savais à quelle heure est-ce que le culte en boulot finissait à Djongolo. Il fallait que je sorte de là en courant aussi pour rattraper, pour arriver à la maison avant mon mari qui savait que j'étais déjà à la maison depuis 10 heures. Parce que c'est en fait ça. Et donc c'était, c'est comme un film. C'était pas évident. Non, j'appelais à la maison, je dis mes enfants, ouvrez le portail, je suis déjà en train. Et les enfants riaient, disaient maman, papa va t'arrêter un jour ici à ce portail. Et l'histoire s'achève plutôt bien puisque finalement votre mari vous comprend. Oui, au début, également. bien entendu, c'est mais qu'est-ce qu'on va dire? Moi, je suis une élite, etc. Maintenant, je viens à l'église seule, c'est pas normal, ça commence par les menaces et tout. Et je dis non, l'enjeu est plus grand que mon mari. L'enjeu est plus grand que une église. L'enjeu est plus grand. L'enjeu, c'est l'appel du Seigneur dans ma vie. Et ce que cet appel va faire pour les autres, parce qu'on est sauvé pour sauver les autres. Donc, je ne lâche pas prise, comme on dit, je ne lâche pas l'affaire. Et finalement, un beau jour, mon époux, aussi parce que je suis bien lancée, parce qu'il faut le dire, les églises pentecôtistes sont stigmatisées. Ouais. Oh, et c'est par les familles, les maris disent oui, les pasteurs prennent les femmes des hommes, c'est par les couples, etc. Et puis ils disent que ton mari est déjà un démon. Ça, ce sont des pasteurs qui ne sont pas des pasteurs qui sont affermis dans la foi, qui ne sont pas enseignés. Un vrai pasteur ne dit pas à une dame, ton épouse, c'est un démon. D'accord ? Même s'il a vu en cet époux le démon, ce qu'il dit à la femme, tu vas te soumettre à cet homme et tu vas prier. Et c'est dans ta position de prière que le Seigneur va faire des choses pour délivrer ce mari-là, tout simplement. Donc c'est ça, c'était donc... Et puis, au fur et à mesure qu'il a vu, il voyait ma façon d'être à la maison. Ce pasteur, l'apôtre de Jésus, c'est qui me surveillait, mais comme le lait sur le feu, il savait que mon mari n'était pas avec moi, je ne pouvais jamais rentrer tard de l'église. Au grand jamais. Donc, dès que ça finissait, il me disait, Madame Oyono, ton mari n'est pas avec toi, je veux pas de problème, rentre à la maison. Et il surveillait comment est-ce que je m'occupe de mon mari. Est-ce qu'il a son repas avant que tu ne viennes à l'église? Est-ce qu'il a ceci? Il fallait même pas que je sois prise en faute. Et finalement, mon époux m'a dit un jour, mais tu m'as dit que ton église est où? Et c'était parti, et il est venu me rejoindre. Jusqu'aujourd'hui, on est ensemble. Jusqu'aujourd'hui. Oui. Il faut dire qu'il y a un aspect... qui est également développé dans votre ouvrage, la question du mysticisme. L'AVC de votre mari, c'est à la particularité qu'on arrive en France, on fait des examens, on n'arrive pas à trouver un certain nombre de paradigmes ou d'éléments qui pourraient permettre de savoir que oui, c'est les éléments déclencheurs en quelque sorte. Non, du tout. Il n'est pas jusqu'aujourd'hui hypertendu. Il y avait rien. Les docteurs, les médecins m'ont dit, avant que je ne parte de l'hôpital à Paris, m'ont dit, madame, on n'a pas compris. On a fait tous les examens, on ne voit pas du tout comment est-ce que votre mari a pu faire un AVC. Bien, alors, vous savez, quand on est enfant de Dieu, ceux qui ne savent pas que Dieu parle. Oui. Et Dieu a parlé, et Dieu nous parle tous les jours. Dieu nous a dit ce qui s'est passé avant qu'un un marabout, on va l'appeler comme ça, nous appelle au téléphone. M'appelle au téléphone pour me dire, madame, il faut que je soulage ma conscience, votre mari a simplement subi une attaque du monde des ténèbres. Je peux même vous dire quelles sont les personnes qui sont parties sur une route du sud. D'accord, du côté de Djoum, je peux même vous amener chez ce praticien, il va vous dire ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, et ils ont décidé d'en finir avec dans des coudes. Je lui ai dit, écoutez, et voilà, je n'ai rien à vous dire. Si le Seigneur est Dieu, il est au-dessus de tous les marabouts, de tout ce qu'on peut imaginer comme attaque du monde des ténèbres. Et si mon mari est vivant, c'est grâce à Dieu. Oui. Voilà. Il faut dire donc que c'est un ouvrage assez riche, qui est disponible pour les uns et les autres. On va dire où tout à l'heure, du moins dans quelques secondes, il y a des plaidoyers, notamment la construction des pavillons de réanimation en nombre suffisant dans nos formations sanitaires. Il faut venir avec la vraie compassion lorsque vous avez en face de vous une famille touchée. Tout à fait. La vraie compassion. Qui n'a rien à voir avec le voyeurisme, avec autre chose. Il faut entourer le garde-malade. Oui. Il est également, d'une certaine manière, affecté. Il vit de près la situation avec le malade qui, quelquefois, s'acharne sur ses proches parce qu'il
prend et considère sa maladie comme étant une injustice. Pourquoi c'est à moi que c'est arrivé? D'accord. Donc il faut... Et puis ça change pour un monsieur dynamique comme mon époux. Je n'avais jamais vu malade en plus de 30 ans de mariage. Jamais vu malade au point d'être couché, je veux dire. Malade, un petit palu, une grippe, d'accord, mais jamais alité, je veux dire. Tout à fait. Voilà. Et donc, il ne comprend pas. C'est vraiment un accident, en fait, hein, l'AVC. Il ne comprend pas. Et le garde-malade, l'épouse que je suis, d'ailleurs je le dis, doit changer complètement de vêtements. C'est-à-dire que je ne dois plus seulement être l'épouse, je dois être l'infirmière. Et je ne veux pas être l'infirmière en même temps. D'ailleurs, quand je quitte Paris, les docteurs me disent, il faut absolument qu'il y ait de la distance. Prenez un personnel soignant. Oui. Parce que vous êtes son épouse, restez son épouse, ne devenez pas son infirmière. Et vous ne pouvez même pas être son infirmière parce que sinon, étant donné qu'il est votre époux, il y a des choses qu'il ne va pas accepter de faire. Or, s'il y a un personnel soignant, il y aura cette distance et ça va l'obliger avec l'autorité du personnel soignant, à prendre ses médicaments à l'heure, à manger ce qu'on lui demande de manger. Donc ça a été très très dur. Parce qu'on n'apprend pas à être un grand malade. Et moi, à un moment, j'ai sombré, je suis allé l'accompagner un jour à l'hôpital. Monsieur Foucault, je suis tombée moi-même. Oui, je suis tombée, j'ai été hospitalisée moi-même aux urgences. J'ai vécu des choses avec une belle famille qui ne comprenait pas que leur frère, leur fils, leur père, leur oncle ne voulaient voir personne. Mais quand je dis personne, c'est non seulement sa propre famille, mais également la mienne. Si la mienne l'a compris et a gardé un respect, une certaine distance pour respecter le malade, eh ben non, ma belle famille n'a pas compris. Et a profité donc pour charger, oui, c'est toi qui ne veux pas, pour m'accuser de tous les maux, c'est moi qui ne veux pas qu'on voit mon mari. Mais... Et puis même à un moment, j'ai d'ailleurs reçu un coup de téléphone de l'Assemblée nationale, où on m'a dit, on a été saisi par une famille, votre belle famille, qui disait que votre mari est en danger de mort. Vous ne vous en occupiez plus, vous ne le lavez plus, vous ne le nourrissez plus, il est à l'article de la mort, il est en danger, vous voulez le tuer. Monsieur Foucault, j'ai passé 3 mois à Paris seul avec mon mari. J'aurais pu le tuer. On est bien d'accord. On passe pas 35 ans avec un homme, si on ne l'aime pas. Oui. Voilà. Il faut dire que le livre nous renseigne que le malade est en colère contre la maladie, contre sa famille aussi. Il faut respecter le conjoint, même quand il est dans une situation où il ne peut plus véritablement faire les choses par lui-même. Au contraire, il faut le respecter davantage. Le malade n'est pas méchant. Il n'est pas méchant du tout. Le livre dit qu'il faut communiquer entre la partie corps médical ainsi qu'à la famille. Il faut une relation sincère entre généralement les assureurs, l'assurance, l'hôpital, pour une célérité au niveau du traitement des malades. Alors, s'il fallait dire un dernier mot, féliciter Kedi Oyono sur votre livre « J'ai vu la détresse », car la maladie frappe, un livre très intéressant. Alors, s'il fallait dire un dernier mot, insister encore sur ce que vous avez dit, les malades ne sont pas méchants, ils sont en souffrance. Ça, il faut le dire. Ils sont en souffrance, ils peuvent être insatisfaits, paraître capricieux, être même capricieux, d'accord? Mais ça développe en fait chez le garde-malade une grande résilience. On supporte, il faut supporter, d'accord? Mais il faut que le garde-malade soit accompagné. Et ça, c'est le mot pour moi. C'est pour ça d'ailleurs cette fondation, la fondation Kedi Oyono, au chevet du garde-malade, aux côtés du garde-malade. Pour que le garde-malade soit accompagné. C'est-à-dire que il faut que le garde-malade soit pris en compte. D'accord. Il faut que lorsque une famille arrive, par exemple, vous arrivez dans une famille où il y a un malade, appelez le garde-malade à côté, de côté. D'accord. Discutez avec lui. Demandez-lui comment ça se passe ici. De quoi est-ce que tu as besoin? Quelles sont les choses qu'on peut faire pour te soulager? Est-ce que, je sais pas, je t'invite au restaurant, tu as besoin de quoi, il faut combien de palettes d'eau, etc. Parlez avec le garde-malade, parce que c'est le garde-malade, parce que, vous savez, je vais vous dire une chose, le malade, parfois, peut être manipulateur, je le dis dans le livre, parce que parfois, il souffre tellement qu'il cherche des alliés qui va l'aider à faire ses caprices. Une fois qu'il a trouvé quelqu'un comme le fameux cousin X, il s'accroche au cousin X pour essayer de s'aimer un peu, une sorte de zizanie. Quand vous avez compris ça, vous comprenez que le cousin X est en train de le manipuler tout simplement. Et il y a donc des gardes, il y a des personnes comme ça dans les familles qui manipulent les malades et qui se séparent. Moi, je connais beaucoup de couples qui sont séparés du fait de la maladie. Et je le dis dans le livre. Et il faut dire que le livre a une partie témoignage des autres familles. Plusieurs témoignages. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent, moi je suis mariée à une dame qui est malade, qui ne peut pas rester à côté de moi, qui vit à l'étranger. D'accord. Imaginez-vous un homme qui fait 8 ans
hors, loin de sa femme parce que sa femme est malade. Et je parle également des maladies tabous comme les maladies mentales. Vous avez des personnes qui ont des enfants qui sont malades mentaux, vous avez des personnes qui ont des conjoints malades mentaux, mais qui sont cachés dans des chambres. Ça, on le sait. Alors, ces familles ont besoin d'être accompagnées, besoin d'être soutenues. D'accord? Parce qu'elles sombrent, parce que c'est dur. Alors, Félicité Oyono, est-ce qu'il est possible d'avoir le livre? Oui, alors, il est possible d'avoir le livre. Je marche d'ailleurs toujours avec le livre. Là, en ce moment, je l'ai dans ma voiture. Alors, à la radio, je suis à Cameroun Magazine tous les jours de 11h30 à 14h. On peut le voir là-bas avec moi. Je l'ai toujours sur moi. On arrive, on demande Madame Oyono au poste national. Ou alors, il y a des livres déposés en face de la Sonnelle centrale. Au kiosque Messa Presse, en face de la Sonnelle centrale. Il y en a d'autres déposés au kiosque du Hilton Hotel également. Donc, face Sonnelle centrale, Messa Presse, il y a des livres là-bas. Il y a également des livres à Douala. Il y a des livres à Kribi aussi. Il y en aura bientôt il y en a également à Paris, bientôt également à Montréal, où on me demande le livre. On m'a aussi demandé le livre déjà à Garoua. Donc je suis en train de m'atteler à la distribution. Et je vais terminer quand même en disant que je suis en train de préparer la dédicace du livre à Douala, à la région avec monsieur le gouverneur de la région du littoral. Merci madame d'être passée, votre disponibilité, votre ouverture surtout. Ça n'a pas été très difficile de vous convaincre de venir à la radio. Merci beaucoup. Écoute, 10 000 francs le livre, on peut le dire? Moi, je pense que la connaissance n'a pas de prix. Mesdames et messieurs, c'est terminé. Merci. Le point littéraire, équipe de production, contribution, Annie-Lisette Ambassa. Mise en onde, Romuald Ekoumé. Régie vidéo, Alain Kwekam. Régie d'antenne, Carole Prudence-Tiencheux. Coordination centrale, Bertrand Wona. Supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Présentation, Jean-Jacques Foucault. À jeudi.